Donc, de nouveau, bonjour, Monsieur Stern. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Vous êtes philosophe et depuis 5 décennies, vous vous êtes voué à la critique de la civilisation, de l'éducation et de l'école. Vous-même n'êtes jamais allé à l'école. Votre point de... Ah si. Moi, oui, je l'ai subi. Donc, vous êtes allé à l'école et vous avez subi l'école. Votre point de départ est le respect inconditionnel de la dignité, des compétences et de l'autodétermination de la personne, quel que soit son âge. Oui. Il en résulte une remise en question radicale, notamment des tabous de l'enfance, de l'école et de l'idéologie du travail. Vous vous décrivez comme un philosophe libre et indépendant. Vous vivez actuellement en Allemagne et vous êtes à l'initiative du film Karaba, réalisé par Joshua Konens, où l'on suit la vie de 5 personnes d'âges différents qui ne vont pas à l'école. Et ma première question serait, qui êtes-vous vraiment? C'est une très bonne question à laquelle je serais heureux d'apporter une bonne réponse. Je suis en tout cas philosophe parce que depuis que je me souviens, j'ai posé des questions et j'ai remis en question bien des choses. Alors, c'est un vice qui m'est resté et que j'ai donc traduit dans une profession, au moins une profession de foi. Et je m'occupe de cette remise en question de problèmes, de phénomènes de la civilisation que je trouve impossible, enfin dans une impasse terrible. Et je crois qu'on va être obligé d'en sortir de cette impasse. Et j'espère que ce que je vais dire aujourd'hui contribuera un tout petit peu à sortir de cette impasse. Alors, qui je suis? Eh bien, je suis une personne qui a passé 70 ans de sa vie à se demander pourquoi les choses sont comme ça, et à être désagréable pour certaines personnes et agréable pour d'autres. Voilà. On y reviendra tout à l'heure un peu sur vos pensées, votre philosophie. Je vais revenir par rapport donc à Karaba. C'est une œuvre prophétique. Donc le titre, c'est Karaba, die Leben ohne Schule, une vie sans école. C'est une œuvre prophétique, scénario d'un futur possible où l'obligation scolaire n'existerait plus. Et alors, je ne sais pas si vous pouvez répondre à cette question, mais pourquoi avoir choisi ce format fictionnel et pas avoir fait un énième documentaire? Est-ce que vous avez fait ce choix ou est-ce que ce choix n'est pas de votre fait? Alors, je me permettrai d'abord de vous remercier d'attirer l'attention de notre public sur le film, qui est effectivement quelque chose de nouveau. Moi, je parle plutôt d'une vision plutôt que d'une prophétie, car ça me paraît plus près de la réalité de parler de vision. En fait, je vais vous raconter comment ça s'est passé, pourquoi j'ai initié ce film. Bon, d'abord, je dois dire que pendant 5 décennies, j'ai écrit beaucoup de textes concernant l'école, bon, des textes en allemand, puisque c'est la langue de travail. J'espère d'ailleurs que vous me soutiendrez là où j'aurai quelques difficultés linguistiques, et j'espère que notre public aura la complaisance d'être compatissant avec moi là où je me retrouverai dans une impasse linguistique. Donc, j'ai beaucoup écrit, j'ai fait des conférences, j'ai tenu des séminaires, etc., dans différents pays, mais surtout dans des pays germanophones. Et puis, j'ai rencontré un ami il y a de longues années qui était très féru d'un certain film critique de l'école. Et je lui ai dit, je regrette, mon cher, mais pour moi, ce film, je ne le trouve pas bien. Je ne l'aime pas du tout. Quel était ce film? Je ne vous le dirai pas. Je ne veux pas faire je veux pas dénigrer, pardon. Oui, je veux pas dénigrer un autre film. Alors, il m'a répondu, ben, fais ton propre film. Ce que j'ai trouvé très amusant comme boutade, parce que je ne suis pas cinéaste, je ne suis pas quelqu'un qui fait des films, je suis philosophe. Mais cette remarque a eu pour conséquence que quelques semaines plus tard, j'ai effectivement conçu un film, une idée qui m'est venue comme ça, de faire un film. Et c'est là où je reviens à ce que vous venez de dire. Ce film était je dirais un pseudo-documentaire. C'est-à-dire que j'aurais voulu faire un documentaire d'un monde qui n'existe pas encore. Bon, c'est une contradiction. Ça, c'est pas possible. Et lorsque j'ai présenté cela à mon ami Joshua Konens, que je connaissais donc déjà pour d'autres films,
il m'a dit, c'est très bien, c'est possible, mais on ne peut pas faire un pseudo-documentaire, on ne peut faire qu'un film. Et c'est là qu'est intervenue une autre personne, à savoir Andreas Laudot, qui a écrit sur la base de ce que j'avais conçu à l'origine, un scénario d'un film, d'une fiction, et d'une vision, pardon. Et l'avantage de la vision, justement, c'est qu'elle, je l'espère du moins, c'est qu'elle touche le public là où, en général, le public ne réagit pas parce que aux écrits, aux écrits ou à l'oral. L'oral et l'écrit touchent le rationnel, mais le film est un médium qui touche l'émotionnel. Et c'est l'expérience que j'ai faite. Le film est sorti le 4 mai de l'année dernière, donc ça fait à peine un an. Et là où j'ai eu le plaisir et l'honneur de l'accompagner pour m'entretenir avec le public après la projection, est apparu, bon, il y a eu certainement certaines personnes critiques, il y en a eu qui n'ont pas pris la parole. Je ne dirais pas que c'est un film qui fait l'enthousiasme absolu à 100%, mais en général, la plupart des gens qui prennent la parole sont très touchés. Et c'est très important. Alors, on ne changera pas le monde sur la base d'un film émotionnel, mais on changera le monde le jour où cet aspect émotionnel sera transformé en un aspect rationnel et conduira effectivement à une opposition bien fondée. Et c'est là ce qui se passe dans le film, j'espère du moins. Il apporte quelques éléments de fondement là où, dans notre monde présent, on parle de choses bien peu fondées. Alors justement, j'ai vu le film, je l'ai vu avec mes enfants, et effectivement, moi j'ai des enfants qui ont 9 et 12 ans, sont rentrés dans le film. C'est-à-dire qu'il y a cette vision, elle transparaît, et on va dans cet autre univers, moi j'ai trouvé avec beaucoup de plaisir. C'est assez étonnant, puisqu'on fait une expérience incongrue d'imaginer une société sans école, et donc il y a plein de choses qui se passent. Je n'ai pas trop envie de dévoiler et de dire ce qui arrive dans le film, on va un peu en parler quand même, mais le film pose une question, et justement je reviens sur cette question d'émotion, parce que pour beaucoup de parents, l'idée qu'il n'y ait pas d'école est quelque chose de très angoissant, comme si l'école était le lieu où on était sûr que nos enfants allaient apprendre à lire, à écrire, voire à penser. Est-ce que vous pensez que les enfants peuvent apprendre sans école? Est-ce que Karaba vise à les rassurer? Donc deux questions. Est-ce qu'ils peuvent apprendre sans école? Est-ce que ça vise à les rassurer, leur montrer que c'est possible? Alors, d'une part, ce n'est pas simplement que je suis sûr, mais je suis sûr et certain que les choses importantes de la vie ne se découvrent pas à l'école et que l'école empêche cette découverte. Il faut savoir que l'école a deux pères. Un père, c'est l'armée, et l'autre père, c'est l'Église. Et à propos de l'Église, je me permettrai d'attirer l'attention sur la situation de la France, parce que c'est très typique. Mirabeau a dit les enfants sont les enfants de l'État. Et à l'époque de la Révolution française, on a pris les livres, les catéchismes, disons, de l'Église, et on les a transformés en remplaçant les termes religieux, disons les termes catholiques, ou protestants, mais surtout catholiques, par les termes d'État républicain, disons. Mais le système est resté le même. Il s'agissait d'inculquer, de donner, de faire apprendre. Et pour moi, le terme d'apprendre est un terme négatif. Mais ça, on y reviendra peut-être. Je suis très tatillon sur le langage, du moins en allemand. J'espère que j'arriverai aussi en français à attirer l'attention sur certaines choses. Bon, bref, l'école est donc une institution qui est justement à l'inverse de ce qui se passerait si on laissait la personne humaine, l'individu, découvrir par elle-même ce dont elle a besoin, et si cette personne, dans sa découverte, était soutenue par un contexte. Il ne s'agit pas de faire de l'individuation à outrance, il ne s'agit pas de faire de la séparation. Je ne tiens pas du tout à dire il faut remettre les enfants dans, je ne sais pas, bon. Au contraire, il s'agit de les soutenir, de même qu'il s'agit de soutenir toute personne qui ressent le besoin de s'instruire. Alors, deux remarques très importantes auxquelles j'attache beaucoup d'importance et que je vais donc faire maintenant. La première, c'est que pour moi,
pour moi personnellement dans mon travail, je refuse le terme d'enfance. Il n'y a pas d'enfance. Bon, en français, le terme n'a pas la même connotation qu'en allemand, mais en français, le terme d'enfant vient du bas latin non parlare. C'est la personne qui ne parle pas encore. Alors, je veux bien dire que un humain, avant ses 2-3 ans, avant ses premiers balbutiements et ses premières paroles intelligibles et ses premières phrases, etc., soit un enfant. D'accord. Mais à partir du moment où la personne est en mesure de s'exprimer, de parler, de communiquer, cette personne est un humain et n'est pas un enfant. Or, de quitter le domaine de l'enfance, c'est en même temps quitter le domaine de toutes les pédagogies, donc de l'idée d'une personne mineure qu'il faut conduire à quelque chose. Ça fait partie des choses qui sont incluses dans le terme d'enfance. Alors, si on refuse le terme d'enfance, on accepte l'idée d'une évolution, d'un épanouissement de la personne. Et l'épanouissement, c'est autre chose que l'évolution au sens psychologique avec des stades d'évolution. L'épanouissement, c'est ce qui se passe au long de la vie, pendant toute la vie, sauf quand on l'empêche. Et quand on ne l'empêche pas, la personne découvre, je reviens à ce terme, découvre ce qui est important pour elle pour s'épanouir. Alors, ça sera le langage, évidemment, ça sera les langages, car en Alsace, par exemple, vous en avez 2 ou 3 au moins, ou sinon plus. Donc, le français, l'alsacien, l'allemand peut-être aussi l'espagnol, l'italien, le turc, je ne sais pas, enfin d'autres langues qui sont là. Il y a d'autres découvertes, de compter, donc les mathématiques, ce sont des choses qui sont automatiques et qui ne sont pas dues à l'école. Alors là, il y a une grande erreur qui se produit, à savoir qu'on attribue à une institution comme l'école ce qui est absolument naturel. C'est aussi ridicule et aussi faux et aussi erroné que d'attribuer la santé à la médecine ou d'attribuer, par exemple, la mobilité aux voitures. Non, il faut faire une distinction fondamentale. Alors, je reviens à ce que je voulais dire. La personne découvre tout au long de sa vie ce dont elle a besoin. Et ce qui est très important dans cette découverte, c'est de laisser à la personne la vitalité, le dynamisme, j'allais dire la fertilité, si ce terme existe en français, pour justement avoir ce plaisir de découvrir. Or, l'humain, l'espèce humaine, n'a pas commencé avec l'école, et l'école qui est apparue au XIXe siècle, telle que nous la connaissons, n'a fait qu'adopter certaines choses et les institutionnaliser, bien malheureusement. Mais nous sommes au XXIe siècle et 200 ans après, il est temps d'en sortir. Pour revenir à ce que vous dites, dans le film, on voit un jeune garçon dont le père est chauffeur de taxi et il a du mal à laisser son fils libre de ses initiatives. Est-ce qu'il n'est pas là le problème, celui des adultes qui n'ont pas l'expérience de l'absence d'école et qui du coup reproduisent et empêchent l'enfant d'aller chercher et s'épanouir dans sa curiosité sans école? Alors, Nourri et son père sont l'exemple même de ce que vous venez justement de préciser. Je vous remercie de l'avoir fait. Je me permettrai quand même de préciser un petit détail à propos justement de Nourri pour ceux qui ont vu le film et pour ceux qui le verront encore plus. Oui, il y a un problème de confiance ou de non-confiance au départ. Et puis il y a une certaine scène, je ne m'attarderai pas là-dessus, où le père de Nourri, donc le chauffeur de taxi, est complètement sidéré par l'action de son fils, et puis il veut le gronder, et puis il le regarde d'un certain regard, disons, je dirais pas compatissant, mais sympathique, et tout à coup il commence à lui caresser la tête. Et ça c'est capital, parce que ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, il a compris que son fils est génial. Il a compris que son fils est une personnalité forte, et que c'est pas en le forçant à faire je ne sais pas quoi qu'il réussira. Et la fin du film prouve bien que c'est juste. Or, dans le film, il y a d'autres personnes où cela est aussi confirmé. Alors, est-ce que ça voudrait dire qu'une société sans école, et là on pense beaucoup, on y reviendra après à Ivan Illich, ça serait une société qui a plus de cadre, qui a plus de repères? Comment on peut imaginer cette utopie? Comment on peut l'envisager? Pourquoi plus de cadre et plus de repères? C'est une question. C'est une question que je vous pose. Est-ce que c'est une peur que les gens ont d'imaginer que s'il n'y a plus d'école, il n'y a plus rien qui va fonctionner? Attention,
quand je parle d'école ou de scolarité, disons, je parle d'institutionnalisation. Et une institution, le propre même des institutions, puisque vous venez de citer Ivan Illich, le propre même des institutions, c'est de dénaturer la chose primaire et surtout de dénaturer la personne, donc de l'exproprier. Ça ne veut pas dire que dans une société sans école, il n'y a pas de structure. Au contraire, la situation présente que nous avons dans les pays dits civilisés, ce sont des pays, ce sont des cultures sans structure. Nous avons un changement fondamental qui veut dire que ce qui serait évident devient la propriété et le propre d'une autorité de l'État ou d'une institution quelconque. Et ça, c'est terrible. Et c'est ce que je remets en question. Alors, au contraire, moi, je tiens à remettre les choses en place en disant, mais le fondement même de la vie humaine, c'est évidemment l'aspect socioculturel. C'est naturellement le cadre, c'est naturellement les structures. Et il n'y a pas de vie possible en structure. Laissez-moi un exemple simplement pour illustrer ce que je viens de dire. J'espère que je ne suis pas trop long, hein, je prends mes excuses. On vous coupera si vous êtes trop long. D'accord. Toute culture, il n'y a pas d'humain vivant sans culture. Ça, c'est comme ça. Et toute culture connaît son propre langage. Et chaque individu qui naît dans un contexte linguistique. C'est comme ça. Il n'y a pas besoin d'envisager une culture sans structure culturelle ou autre. Au contraire. Donc, ce dont je parle, moi, ce pourquoi je plaide, c'est justement de revenir aux structures, de revenir à ce qui est fondamental. Et l'école empêche cela. C'est pour ça que je suis contre l'institution scolaire. Vous parlez de l'institution. Dans le film, le début du film, c'est l'école qui est abolie par la loi. Et ma question, c'est pourquoi avez-vous choisi de passer par la loi? Est-ce que nos sociétés sont basées sur le droit et la loi? Et est-ce que finalement, la loi, c'est un artifice pour montrer, enfin, est-ce que passer par la loi dans le film, c'est un artifice pour montrer qu'on peut changer rapidement nos sociétés? Je ne sais pas pourquoi vous dites cela, parce que le film commence, à ma connaissance, par une pelouse sur laquelle il y avait la veille même une école qui n'existe plus. C'est là, et on se pose la question, c'est moins l'idée de la vision, est-ce que c'est un rêve? Est-ce que quelqu'un est en train de, m'excuse de le dire, de déconner complètement? Ou pourquoi est-ce que ces gens sont là? Et sur ce, il y a un enclenchement donc sur les questions fondamentales, les biographies que vous avez mentionnées, et la fin du film, donc la question juridique. Alors la question juridique que vous abordez me semble fondamentale pour sortir de la situation présente, parce qu'il y a certaines lois fondamentales que l'on ne peut pas ignorer. Et je me permets d'y revenir une seconde parce que ça me semble important pour la France de même que pour d'autres pays. Si nous partons de l'idée de l'enfance, si nous ne partons pas de l'idée de l'enfance, si nous quittons l'idée de l'enfance comme étant un mineur, objet d'éducation et parentale et nationale et scolaire, etc., si nous partons de l'idée que tout un chacun est un sujet et que tout un chacun étant sujet à effectivement le droit de requérir le respect des droits de l'homme, la question qui se pose est alors comment est-il envisageable qu'un État démocratique, car l'Allemagne ou la France jusqu'à présent prétendait être un État démocratique, comment un État démocratique peut-il imposer une violence qui est absolument nocive et contraire aux droits fondamentaux, aux droits de l'homme? Et c'est la question qui est posée dans Karabakh à la fin du film avec ce jugement de la Haute Cour. Là, je pense que c'est un point fondamental dans l'idéologie ou les propositions que vous faites en tant que philosophe. Vous l'avez dit avant, c'est le refus de ce terme d'enfant. Peut-être pour les premiers âges, on pourrait l'accepter, mais ensuite,
nous sommes, à vous écouter, tous des humains. Et finalement, en supprimant cette idée qu'il y aurait deux états de la vie, celui d'enfant et celui d'humain, on est des humains tout le temps. Oui. Et ça, ça a l'air fondamental dans ce que vous proposez, parce que du coup, ça changerait tout le rapport qu'on a aux enfants. Est-ce que vous pouvez préciser un peu plus comment vous envisagez ce rapport? Est-ce que justement on doit passer par la loi comme en Suède? Est-ce que c'est un changement par la connaissance de chacun? Comment vous l'envisagez? Avant de vous répondre, et je ne sais pas si je serai en mesure de vous répondre, je vais quand même préciser un détail. Je me pose la question, hein, c'est pas une contestation, une question que je pose. Je me pose la question de savoir quel est le terme exact pour définir le type de relation qu'il y a entre la fille, le fils, la mère et le père. Et je pose cette question parce que ce que je veux dire par là, est-ce qu'il y a amour? Est-ce que la mère, est-ce que le père aime sa fille ou son fils ou non? Et ça, c'est absolument fondamental parce que à partir du moment où il y a un amour inconditionnel, et ça veut dire donc un respect inconditionnel de la personne, de la fille ou du fils, car je ne réfute pas cette généalogie, disons, je ne peux pas accepter de sacrifier cette fille ou ce fils sur l'autel des institutions traditionnelles. C'est pas possible. Donc, s'il y a amour, il y a respect. Et s'il y a respect, ça change la donne. Ça change absolument tout. Ça change toute la mise en œuvre. Alors, je ne tiens pas du tout à faire passer comment dire, les tâches scolaires aux parents. Pour moi, il n'est pas envisageable de faire de l'enseignement à domicile. Hein. Il ne s'agit pas du tout de ça. Sortir de la scolarisation, c'est sortir de l'idée d'une école, d'une scolarisation. Et il ne s'agit pas du tout de remplacer l'école et d'en faire une à la maison. C'est inadmissible, pour moi, d'imaginer une mère aimant sa fille ou son fils et devant tout à coup devenir institutrice. Il y a une coupure. Ah, la connexion vient de se couper. Toi aussi, tu as la coupure? Oui, moi aussi j'ai la coupure. J'espère qu'il va se reconnecter. Donc. Est-ce que tu as un extrait de Karaba Non, je n'ai pas un extrait de Karaba sous la main. Bon, eh bien, on peut, en attendant qu'il revienne, je vais un peu décrire Karaba, peut-être? Oui. Hein, Karaba, c'est l'histoire de cinq humains d'âge différents, mais plutôt jeunes, on va dire, qu'on va suivre dans leur évolution sur quelques jours, quelques semaines, et chacun étant représentatif d'un moment de la vie. Alors, il y a par exemple, la première, c'est une jeune fille, une jeune femme plutôt, qui est une génie de la biologie et de la recherche, et qui l'est devenue parce qu'elle n'a pas été à l'école. Et donc, elle invente des choses, elle découvre des choses. Donc, ça montre là que comme elle n'a pas été à l'école et qu'elle n'a pas été scolarisée, elle a pu devenir géniale. Il y a une fille qui est en souffrance parce que dans sa famille, il y a l'absence de sa mère. Et on voit comment elle se reconstruit justement sans la contrainte scolaire. Il y a justement ce petit garçon dans une famille turque qui suit son père tout au long de la journée dans le taxi. Alors, on pourrait imaginer qu'il s'ennuie profondément, mais il adore ça. Et effectivement, ce petit garçon a l'air de toucher au génie. Est-ce que toi, Jean-Guillaume, tu peux mettre un extrait en faisant share the screen de Karaba? Je vais regarder si j'ai cette fonction. Oui, je dois pouvoir, oui. À ce moment-là, tu as le Manuel nous a transmis le lien. Le temps qu'il revienne. J'ai pas de nouvelles. Je ne sais pas si ça s'est vraiment complètement coupé chez lui. Ça arrive. Suspense d'Internet.
Ma connexion n'est pas très rapide et j'arrive pas à voir. Voilà. C'est bon, je l'ai. Ah, attends, il est de retour. Okay. Ah, c'est bon, on vous a de nouveau. Ben, votre connexion a coupé. Oh. Vous êtes... Ah, voilà. On est là. Bon, on peut reprendre. Alors, on allait passer la bande-annonce de Karaba en espérant que vous reveniez rapidement. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi, j'ai rien fait. Non, votre connexion s'est coupée. Tout d'un coup, on vous entendait plus et vous bougiez plus sur la vidéo. Donc, je pense que c'est un problème de connexion. Pas de souci. Si ça recommence, vous faites exactement la même chose. Vous vous reconnectez et puis. D'accord. Alors, je ne sais pas où ça s'est coupé. Vous parliez de l'inadmissibilité et du respect du parent envers donc, oui. l'humain. Et par rapport au fait que vous étiez absolument contre l'idée de l'école à la maison. Oui, bon, bah, c'est le principal. Voilà, donc je pense qu'on a eu toutes les informations. Moi, j'ai une question un peu provocatrice, parce que s'il n'y a plus d'école, est-ce que on est tous égaux alors et les enfants, et je mets bien les guillemets, doivent travailler par exemple, ont-ils les mêmes droits et devoirs citoyens que ce qu'on considérait actuellement dans la société? Qu'est-ce que vous voulez dire par droit citoyen? Je vais laisser Jean-Guillaume définir, je pense qu'il sera plus... Reprends exactement, redonne-moi les termes de ta question. La question, c'était s'il n'y a plus d'école, est-ce que les enfants sont égaux aux adultes et doivent travailler, par exemple? Oui, on pourrait... Les devoirs citoyens. On pourrait partir dans un autre sens, c'est-à-dire que les détracteurs, vous parlez, je crois, aussi de cage dorée pour les enfants. C'est-à-dire que si on prend dans le sens historiquement, un mouvement a voulu prendre soin des humains petits, parce qu'ils étaient exploités dans les mines, dans les champs ou dans la prostitution. Et donc, on sent qu'il y a une bonne volonté de la part des législateurs ou des adultes, des plus âgés, de protéger ceux qui sont plus petits. Donc, à imaginer une société où il n'y a plus cette notion d'enfant, alors on peut leur demander de travailler. Ça questionne du coup la notion de ce que c'est que le travail et toutes ces questions-là. Je pense que c'est là-dessus qu'on aimerait vous écouter et sur cet aspect-là. Très bien. Alors, je suis navré, mais il faut que je revienne un peu dans l'histoire en arrière pour comprendre un détail, ou deux, trois détails importants. Contrairement au catholicisme qui acceptait l'idée du non-travail et donc de l'idée d'une vie monastique, par exemple, au-delà du seul travail, donc de la contemplation, il y a eu, par le protestantisme au XVIe siècle, l'idée d'un travail qu'il fallait montrer et qui produisait l'argent nécessaire pour la richesse. Et ça, c'est absolument nouveau. Et le summum de cette idée bourgeoise du XVIe siècle, c'est le XIXe siècle. C'est la petite et la grande bourgeoisie du XIXe siècle. Et c'est là qu'est apparu le travail à outrance, avec toutes ces formes les plus affreuses qui ont existé, effectivement, et une conséquence déplorable, à savoir le travail des enfants. Le travail des enfants a eu, en Allemagne du moins, une conséquence un peu saugrenue, disons, à savoir que les différents Fürsten, les différents dominateurs des différentes régions de l'Allemagne, craignaient de n'avoir plus de soldats. Parce que ceux qui travaillaient à 8 ans ou à 10 ans dans les mines étaient incapables de défendre le pays à 16 ou à 18 ans. Et c'est ce qui a contribué, en Allemagne du moins, à établir une idée d'obligation scolaire d'égalité pour tout le monde. C'est-à-dire de sauvegarder l'enfance afin d'avoir ce qu'on appelle en allemand Kanonenfutter, c'est-à-dire des réserves pour les canons, c'est-à-dire donc des soldats à l'avenir. Bien. Et ça, cette réserve, cette cage, c'est l'école. Et c'est là qu'est apparue l'école qu'on a appelée républicaine. Donc, elle est liée au travail.
Maintenant, nous ne sommes plus au 19e siècle, nous ne sommes plus à l'époque d'une grande expansion économique ou technique, ça m'est égal de la façon dont vous voulez l'appeler. Nous sommes à une époque finale. Il n'y a plus de possibilité de travail. Pourquoi voulez-vous que nous travaillions comme nous l'avons fait il y a 200 ans? Il n'y a plus de matériaux. Imaginez que 7 milliards de personnes veulent vivre comme nous le faisons ici en France, en Allemagne, en Occident. C'est impensable. Il n'y a pas assez de matériaux et il n'y a pas assez de place pour mettre tous les détritus que nous provoquons. Bref, c'est un sujet majeur, effectivement. Je dis que le travail, c'est fini. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'occupation. Ça ne veut pas dire que les gens vont passer leur vie, laisser le travail aux robots et passer leur vie à s'emmerder dans des loisirs pas très enivrants. Mais ça veut dire que l'idée même du travail n'existe plus. Et cela dit, je ne suis pas opposé à ce qu'une personne s'occupe de ce qui l'intéresse. Et ça m'est égal que cette personne ait 6 ans, 16 ans, 36 ans ou 66 ans. Si la personne s'intéresse à ce qu'elle fait et qu'elle y trouve un sens, eh bien qu'elle s'y intéresse et qu'elle le fasse. Et ça a la même, j'ose pas employer le terme de valeur, mais je vais quand même le dire, ça a la même valeur que ça soit une personne très jeune, moins jeune ou plus âgée. C'est important que la personne qui se voue à ce qui lui semble important le fasse vraiment. Et nous verrons ensuite comment nous couvrirons les domaines les plus rébarbatifs, les plus négatifs. C'est un changement complet de paradigme. C'est-à-dire que vous envisagez que l'être humain agisse par ses passions, ses envies, ses désirs, je ne sais pas quel mot utiliser, et que ce soit son œuvre au quotidien. Et d'ailleurs, dans Karaba, on le voit, c'est ça qu'on sent. C'est-à-dire que c'est ce qui anime les gens à l'intérieur qui ont fait leur activité. Oui. Et du coup, ça se substitue à l'idée de faire une activité par contrainte ou par des plaisirs. Oui, tout à fait. Et ça change complètement le climat d'une société, d'un ensemble socioculturel, que d'imaginer que je puisse m'occuper de ce qui m'intéresse et de m'occuper de quelque chose où je suis compétent. Car l'école ne forme pas la compétence, l'école ne donne que des notes, des diplômes, mais ce n'est pas la même chose. En allemand, je fais la différence entre qualification et non, c'est pas traduisible. Donc entre diplôme d'une part et qualifié effectivement, et pour montrer ce que je veux dire, je demande à mon public en général, si vous avez demain une opération, est-ce que vous préférez un chirurgien qui a un diplôme ou un chirurgien qui est qualifié? C'est pas la même chose. Un chirurgien diplômé, bon, ça ne veut pas dire qu'il est vraiment qualifié. Mais moi, j'aimerais que les gens soient qualifiés et j'aimerais qu'ils le soient effectivement. Et c'est une question d'éthique. C'est une question pas simplement de moralité. C'est une question de changer le système, de penser que quelqu'un s'occupe de quelque chose parce que ça l'intéresse, parce que c'est son véritable, je dirais, champ de bataille. C'est complètement différent de l'idée de passer 10 années ou 12 années à l'école, plus 5 ou 7 années à l'université, pour ensuite commencer une profession et éventuellement la continuer jusqu'à la retraite. Éventuellement. Mais quelle idée d'existence! C'est complètement dingue. Ça veut dire qu'à 6 ans, vous vous engagez dans une voie et que vous n'en sortirez jamais. C'est pas en tant que retraité à 66 ans que vous allez changer votre voie de vie. C'est pas envisageable. Pourquoi accepter cette méprise, cette violence? C'est, à mon avis, inconcevable. Vous parliez tout à l'heure, donc vous en parlez là aussi, de la violence aussi des institutions comme l'école qui empêche, donc je suis désolée d'employer le mot enfant, mais c'est pour que tout le monde comprenne, donc de s'épanouir, donc l'individu de s'épanouir, comme vous aviez dit, par rapport aussi, là vous venez de faire la référence par rapport au diplôme et au chemin de vie,
et à la qualification. Qui définit la violence? Qui définit la violence? Ah, très bonne question. Alors, la violence, c'est toujours la personne qui l'a subie qui définit la violence. C'est pas la personne qui s'en sert, parce qu'en général, les personnes qui se servent de la violence prétendent ne pas être violentes, mais prétendent être bien aimantes ou avoir de bonnes intentions, etc. C'est donc toujours moi qui subis la violence, qui dit « Alors, stop, halt, pour moi, c'est de la violence, n'en est pas question, je ne marche pas ». Donc, la violence doit toujours être définie, et c'est pas ma définition, c'est une définition qui est donnée par exemple par Galtung, un grand chercheur sur les questions de paix. La violence est toujours définie par la personne qui l'a subie. Alors, à propos de violence, je tiens à préciser qu'il faut faire une différence entre la violence directe et la violence structurelle. Et la violence structurelle, c'est la violence subtile d'un système. Et elle est beaucoup plus dangereuse que la violence directe, parce que de donner une baffe ou une fessée, je ne plaide pas pour cela, mais c'est une chose qui peut arriver, de même qu'il peut y avoir une rixe entre deux personnes, et que je ne plaide pas en faveur, mais ça peut arriver. Mais la violence structurelle, ça c'est tragique, parce qu'elle est cachée derrière un masque de bonhomie, de bonté, etc. Et qu'en fait, c'est absolument terrible. Les juges, par exemple, se cachent derrière une violence structurelle, mais c'est affreux. Et pour remettre cela en question, il faut de très très bons arguments pour dire attention, votre violence structurelle ne cadre pas avec les droits humains, les droits de l'homme, par exemple, les droits fondamentaux. Un exemple, c'est ça? Justement, quand on préparait, on s'est rendu compte que vous interveniez dans des procès qui ont lieu en Allemagne en ce moment, où des personnes refusent l'école, refusent la scolarisation obligatoire. Et c'est une thématique qui nous intéresse dans le Forum de l'enfance libre, parce qu'on a cette situation où des enfants, des jeunes humains, et leurs parents, leurs accompagnateurs, se retrouvent dans une situation où l'État interfère et veut contrôler ce qui se passe. Pouvez nous en dire un peu plus sur ce que vous faites dans ces cas-là? Qu'est-ce qui se passe exactement? Alors, c'est très gentil à vous et c'est un grand honneur, mais je ne vais pas m'honorer plus que ce qui me revient. Non, je n'interviens pas dans les procès, je m'interviens en amont des procès. C'est-à-dire que par certains séminaires, disons, par exemple, certaines personnes entrent en relation avec moi parce qu'elles ont certains problèmes, disons, avec leur progéniture. Et elles espèrent pouvoir passer à travers les maillons du filet de la scolarité. Et je leur dis, attention, ça ne marche pas comme ça, c'est pas possible. Vous n'arriverez pas à remettre en question la scolarité, ni vous n'arriverez pas non plus à passer à travers les maillons du système scolaire parce que les autorités sont très bien organisées, etc. Bon. Et il faut donc trouver d'autres systèmes de défense. Et c'est là que j'interviens. Et à partir de cela, ces familles se réorientent dans leur défense, notamment en plaçant il est évident, et je dois faire une petite discrétion à cet endroit pour préciser quelque chose. Dans mon optique, c'est pas la famille qui refuse l'école. Et c'est là justement que je fais une grande différence entre ma position et celle de familles, par exemple, religieuses ou politiques ou éducatives ou pédagogiques, disons, qui pensent que avoir des droits pédagogiques, politiques ou religieux plus grands que les droits de l'État sur l'enfant. C'est pas mon cas, hein. C'est justement autre chose, ce dont je parle, moi. Donc, pour revenir à ce que je dis, je ne remplace pas l'État par la famille et je ne soutiens pas la famille, je soutiens la personne qui se refuse à se soumettre à une obligation scolaire qui, à mon avis, est contraire aux droits fondamentaux et à la Constitution allemande. Et ensuite, il est possible que cette famille ait recours, par exemple, à un avocat parce qu'elle se voit confrontée à des cas juridiques.
Et c'est là qu'apparaît donc la situation nouvelle que la justice, dans certains cas que j'ai connus, que j'ai accompagnés, dans certains cas, n'a pas pu condamner la personne pour son insoumission, mais a dû concéder à la famille que le jeune en question, par exemple, avait le droit de... que le jeune, il n'y avait pas de mise en péril de la santé du jeune par sa non-scolarisation. C'est ça qui est important. Bon, pour ça, permettez-moi encore une réflexion. Dans la juridiction allemande, il est dit que c'est une loi assez récente de 2001, il est dit que la non-scolarisation présente un cas de mise en danger du salut de l'enfant. Et c'est là-dessus que nous avons commencé, par exemple, à nous battre, et dans un jugement de haute cour, pas la haute cour suprême, mais la deuxième chambre, donc, nous avons atteint, par exemple, un jugement important disant que la non-scolarisation n'était pas en tant que telle un cas de mise en danger du salut de l'enfant. Et ça, c'est capital. C'est capital parce que ça empêche donc d'autres autorités de prétendre cela. Est-ce qu'une telle éducation à la maison, comme donc le unschooling, ne peut-elle pas générer, même au plus profond de soi, une forme de soumission à la famille? Mais oui, mais c'est bien la raison pour laquelle je refuse ce que vous appelez le homeschooling, donc l'enseignement à la maison. Non, unschooling aussi, les apprentissages informels. Oui, mais pour moi, il ne s'agit pas de déplacer l'apprentissage, il s'agit de déplacer la dignité de la personne. Et c'est autre chose. L'apprentissage, il est secondaire, pardon. Au centre de mon intérêt se situe la personne. Et c'est une situation complète, c'est un climat complètement différent que d'imaginer une personne de 5, de 8, de 12 ou de 15 ans dans un milieu qui n'est pas simplement familial, hein, qui peut être socioculturel très, très élargi, d'imaginer donc cette personne évoluant dans le respect le plus absolu de sa personnalité. Alors, ça remet en question, effectivement, certaines données familiales, c'est possible, mais là où il y a amour, notamment amour de la fille ou du fils, ou des deux, ou de plusieurs, la question se pose de façon différente. Merci pour votre réponse. Je voulais revenir notamment à la violence structurelle, donc celle de l'État. Imaginons que l'État ne perpétue plus de violence envers ses concitoyens. Est-ce qu'à ce moment-là, la violence disparaîtrait? En tout cas, la violence structurelle, à ce moment-là, disparaîtrait. Je ne sais pas si la violence structurelle disparaîtrait, mais il y aurait un auteur de violence de moins, et un auteur important. Quand vous parlez d'État, c'est un terme un peu complexe, disons compliqué. Oui. Parce que qu'est-ce que c'est l'État? D'abord, c'est nous. Hein. Il faut bien dire que nous sommes le souverain. Donc, malgré la guerre contre le virus et malgré le président et ses dits et ses redits, nous vivons quand même, malgré tout, en principe, dans un État démocratique. Et ça veut dire que, à la base, il y a le sujet que nous sommes, que tu es toi, que je suis moi, que nous sommes nous. Voilà. Bon, l'État, c'est d'abord donc nous. Deuxièmement, c'est une certaine forme de législateur et c'est aussi une certaine forme de justice. Alors, je ne changerai pas le législateur, mais si nous arrivons à changer les données des cas de justice, ça changera déjà beaucoup de choses. Je veux dire par là, si nous arrivons à avoir des procès bien partis sur une bonne base et arrivant à certaines conclusions, nous arriverons à, je dirais, à mater les ambitions des inspecteurs scolaires. Car les inspecteurs scolaires sont comme les flics et les CRS et autres autorités, soi-disant autorités. Elles ne sont ces autorités que autoritaires parce que nous acceptons cette autorité, mais nous pouvons la contester.
Alors, c'est pas toujours facile. Il y a des situations dangereuses, je le concède volontiers. Moi, je n'ai pas de pistolet, contrairement à un flic. C'est un argument important, mais quand même, je prétends que si des centaines de personnes se refusaient à suivre les injonctions des inspecteurs académiques et scolaires, eh bien, il se passerait beaucoup de choses. Mais au-delà, il s'agit aussi de continuer dans cette démarche et d'en arriver à des cas de justice fondamentaux. Et c'est là que Karabakh essaye d'ouvrir une voie ou de montrer une voie possible, à savoir de mettre en avant le sujet. Donc, et je le répète parce que c'est très important, donc de ne pas mettre en avant la famille. Il ne s'agit pas du tout de la famille. C'est pas elle qui est en question. Il y a une question qui est posée par Valjean Baran. Il demande comment faire face à une équipe éducative qui nie être violent envers un enfant scolarisé. Parce que là, on a une question qui synthétise tout le sujet. La violence de l'État, qui serait de l'État, d'un des membres de cette institution, sur une jeune personne et dont les parents assistent par leur empathie à cette violence et la dénoncent et semblent démunis. Si on prend cet exemple concret, quelle est la solution? Quelles sont les pistes qu'on pourrait avoir aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on pourrait proposer? Bon, la première chose, je dirais que je répète que la violence est définie par la personne qui l'a subie. En l'occurrence, donc, la personne concernée, c'est ce que Valjean Baran appelle l'enfant scolarisé, donc la fille ou le fils. Si elle se sent agressée si elle ou il, la fille ou le fils se sent agressé par une violence, c'est qu'il y a violence ou qu'elle le ressent comme telle. Et ça suffit. Je n'ai pas besoin de prouver qu'il y a violence si la personne concernée le dit. On a connu le même genre de discussion à propos de la violence contre les femmes. C'est exactement pareil, oui. C'est similaire. Et nous avons enfin accepté et admis qu'une femme prétendant être l'objet de violence soit reconnue comme étant l'objet de violence. On ne demande pas si la personne qui a commis cette violence avait l'intention d'être violente. On dit simplement, d'accord, il y a eu violence et cette violence n'est pas admissible. Donc, il faut remettre en question les données. Bon. La deuxième chose, c'est que c'est pas la peine de se révolter contre une équipe éducative. Il faut, dans de telles conditions, mettre fin à cette mauvaise situation. C'est tout. On va pas continuer à discuter avec des gens de mauvaise foi. Je ne prétends pas que l'équipe éducative soit des gens méchants. Mais si ces personnes ne sont pas en mesure, n'ont pas l'honnêteté ou la possibilité d'entrevoir ce que cette fille ou ce fils ressent, c'est pas la peine de discuter. Il faut trouver une autre démarche. Et l'autre démarche, c'est ce que j'appelle l'insoumission. C'est de dire non. Et c'est pas moi, le père ou la mère, donc en l'occurrence le père ou la mère, qui va dire non, c'est la personne concernée. Et il est évident que le père ou la mère ou les deux, j'espère les deux, c'est très important que ce soit les deux, vont dire nous respectons le dire clair et franc de notre fille ou de notre fils. Alors là, ça me fait penser, et ça peut faire penser beaucoup d'auditeurs, au livre de Catherine Becker, L'insoumission à l'école, qui a dû inspirer de nombreuses générations, qui peut être moins connue aujourd'hui, mais qui était cette démarche-là. Sa fille se plaignait de l'école obligatoire et elle l'a soutenue dans sa démarche. Oui. Donc c'est accepter de jouer, d'être insoumis, de renoncer à être des gens soumis. Vous savez, je vais vous faire une petite confidence. J'espère qu'un jour, on fera un historique de la non-scolarisation des années 70 à 2050. Et j'espère qu'on fera cet historique pour une raison très précise, c'est qu'on se rendra compte qu'il y a eu des centaines et des centaines d'humains dans nos pays dits civilisés qui n'ont pas été scolarisés et qui sont des génies. Alors, c'est un problème de majorité, c'est un problème de vision, c'est un problème de conception, c'est un problème de perception.
Je vais vous raconter une petite, si vous me permettez, vous raconter une petite histoire. Il y a un film qui dure 3 minutes. Vous connaissez peut-être le film, hein. Et dans ce film, il y a 6 personnes qui se passent une balle, 3 en noir et 3 en blanc. Je connais le film, oui. Vous permettez que je raconte quand même? Ah, ça va un peu, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un peu dommage. Mais allez-y, allez-y, allez-y. On pourrait presque le passer. D'accord. Je vais quand même le dire de façon. Oui. Je vais le raconter de façon très succincte. Et on vous demande de compter le nombre de balles que les noirs ou les blancs se passent. Et puis après le film, on vous demande à la salle quel est le nombre, le chiffre que vous avez. Alors les gens disent 16, 18, 22, etc. Bon, très bien. Et on vous repasse le film en vous demandant de ne pas voir de ne pas compter, mais de voir ce que vous voyez sur l'écran. Et tout à coup apparaît entre les balles, entre les gens qui se passent la balle, une personne habillée en orang-outan ou en gorille. Et qui fait comme ça, hein. C'est évident, ça se voit, mais c'est clair. Or, oui. Quand on a été fixé sur l'idée de compter les balles, les passes donc, vous n'avez pas vu cet orang-outan ou ce gorilla. Moi, j'ai été dans une salle avec 1000 personnes, il y en avait 980 dont je faisais partie qui ne l'ont pas vu. Et je veux dire par là tout simplement que la perception dépend de la façon dont nous avons de voir. Et ce que je voulais dire par là, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de personnes en France ou dans d'autres pays qui ne sont pas scolarisées que ce qu'on s'imagine. Et on ne les voit pas. C'est la même situation qu'une femme enceinte qui commence à apercevoir d'autres femmes enceintes qu'elle n'avait pas vues jusqu'à présent. Et pour revenir à ma confidence, j'espère un jour pouvoir montrer que dans les années 2010-2020, il y a eu un grand nombre de personnes qui n'ont jamais été à l'école, qui n'ont pas été touchées par la soumission scolaire, qui sont restés insoumis, comme de même qu'il y a eu des insoumis à l'obligation militaire, etc., et qui sont devenus des génies, ou qui sont des génies. Enfin, et par génie, je ne tiens pas du tout à faire référence à des génies artistiques comme ceux, mais parce que l'espèce humaine est un génie, est géniale. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est respecter l'insoumission ou respecter le nom de la personne. Ça veut donc dire respecter ses compétences. On a une autre question d'un auditeur, Gégédine, qui pose la question: les orientations scolaires sont décidées au niveau international. Pourrait-on intervenir directement au niveau international pour défendre les apprentissages autonomes informels? J'irais même plus loin. Pourrait-on intervenir au niveau international pour défendre la non-scolarisation? Très sincèrement, ça c'est une question de stratégie à laquelle je n'ai pas de réponse à apporter comme ça. Je ne sais pas. De toute façon, même au niveau international, on ne peut intervenir qu'après avoir parcouru le parcours juridique national. Ah ouais, j'ai une question pour approfondir un peu votre pensée. Dans le film Karaba, il est fait référence à Ivan Illich, puisqu'il y a un centre Ivan Illich. Oui, merci. C'est une révérence de ma part. D'accord. C'est un souhait que j'ai eu. Donc, ceux qui verront le film chercher la référence, à un moment donné, il y a un plan, on voit le centre Ivan Illich. J'imagine qu'il a beaucoup influencé votre pensée, puisque vous parlez des transports, vous parlez de la civilisation, et je ne connais pas assez Ivan Illich dans tous les détails de sa pensée, mais est-ce que vous pouvez nous dire en quoi il vous a influencé et comment vous concevez justement quel regard vous portez sur notre civilisation? Alors, il y a deux choses. Ivan Illich a remis en question les institutions, et ça, c'était capital dans ma jeunesse, dans ma jeunesse et ma genèse philosophique. Je dirais qu'il était l'un des 3 grands maîtres auxquels je dois ce que je suis aujourd'hui. Donc ça, c'est pas simplement l'institution scolaire, c'est les institutions en tant que telles. Donc, comprendre sur comment elles sont construites, les institutions, et comprendre comment on peut en sortir. On doit en sortir. Alors, c'est les institutions médicales,
c'est remettre en question ce qui s'appelle le trafic automobile, enfin la circulation, la voiture, c'est remettre en question l'école, la médecine, etc. Enfin, il a remis en question pas mal de choses. Bien. Et puis, deuxièmement, il a remis en question dans les années 75, dans son livre Deschooling Society, une société sans école, l'institution scolaire. Et ça, il était évident pour moi que dans le film, il fallait qu'il y ait un centre Ivan Illich comme révérence vis-à-vis de ce monsieur qui a effectivement osé, partant de l'Église, puisqu'il était un homme d'Église à l'époque, à l'origine, n'est-ce pas? Il a donc compris comment étaient conçues les institutions et ce qu'il a remis en question comme dans l'école, il l'avait déjà rencontré, par exemple, dans l'Église. Bon. Et alors, c'est pour ça que j'ai tenu donc à avoir ce centre Ivan Illich. Alors, ce centre Ivan Illich n'est pas une école, c'est simplement une possibilité pour des gens de se rencontrer pour partager quelque chose. Alors, ils partagent quelque chose que nous pouvons appeler comme un épanouissement culturel. Ça peut être quelque chose comme la biologie, ou ça peut être l'anglais, ou ça peut être la natation, je ne sais pas. Enfin, ça, c'est pas important. Je ne tiens pas du tout à je sais pas comment le dire, à relocaliser la culture. La culture ou l'acculturation, disons, n'est pas liée forcément à un seul endroit. La culture se passe là où sont les humains. Alors, il y a des choses qui se passent à certains endroits. Je n'aimerais pas voir une pièce de théâtre dans le métro, mais je préfère qu'il y ait une salle de théâtre. Et pour Karaba, je suis heureux qu'il y ait des salles de cinéma où le film soit présenté. Outre le fait qu'on peut naturellement le voir sur son écran à la maison grâce au film, à l'adresse que vous mettrez donc. Oui. Mais il est important d'avoir donc une bonne juxtaposition de choses qui se passent dans la vie sans qu'elles soient liées à un endroit, et de choses qui, de façon accessoire, soient liées à un endroit. Alors, pour faire certaines activités, je préfère qu'il y ait un endroit, un instrument par exemple, ou des instruments, ou bien une belle salle de danse. Je fais référence à l'une des personnes qui viennent d'écrire à Delphine, bonjour Delphine, parce que justement, je sais qu'elle s'est occupée de danse, donc il est évident qu'on a besoin pour ça d'une salle adéquate. Je ne remets donc pas en question l'idée de bons instruments, mais je remets en question l'idée de lier toute la culture et tout l'apprentissage et toute l'évolution à un endroit qu'on appelle l'école. Alors, j'ai une autre question, parce que quand je vous écoute, j'ai l'impression que vous avez un discours qui pourrait être qualifié d'iconoclaste. Il y a énormément de philosophes qu'on entend en France, qui sont souvent, qui semblent en guerre les uns contre les autres, mais finalement, ils ont tous l'air d'accord sur l'école. J'imagine que c'est pareil en Allemagne. Oui. Et au fond, ils ne remettent pas en cause les fondements même de notre civilisation. Ils la critiquent sur des marges. Je ne sais pas, on pourrait prendre Onfray, je n'ai pas étudié suffisamment sa position sur ce qu'on appellera l'enfant à ce moment-là. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces philosophes français et allemands et leur positionnement? Ils sont très classiques finalement, ou très normés, je ne sais pas comment on pourrait dire. Très sincèrement, je préfère ne rien vous en dire parce que ce n'est pas mon sujet. Je me qualifie de philosophe indépendant justement parce que je ne suis pas lié à une certaine, je me permets le jeu de mots, je ne suis pas lié à une école philosophique. Dans le film Karaba, on ne dissocie, à un moment donné, on ne dissocie plus le fait d'apprendre et de vivre, puisque du coup, alors vous aimez pas le terme apprendre, mais est-ce que vivre signifie apprendre, et qu'est-ce que vivre en fait finalement? Mais vivre, c'est constamment découvrir. Alors, si je n'aime pas le terme d'apprendre, c'est tout simplement parce que ce terme est pollué par notre idée de scolarisation. C'est ça.
Oui. C'est ça qui vous énerve dedans. C'est parce qu'on oui. c'est ce qu'on a raconté un jour avec un intervenant. On va voir le zoo, on dit regarde le lion, il vient d'Afrique, c'est de voilà, c'est ça que vous critiquez. Exactement. Je vous laisse développer du coup. Non, mais vous l'avez dit. Bon, alors c'est pas simplement ça, c'est en plus, en outre, l'idée que l'apprentissage va conduire à quelque chose, donc à une note, donc à un certain rang, donc à un certain niveau, à un examen, etc. Bon, et puis le drame de ce que moi je qualifie d'apprendre, c'est le dernier maillon de cette chaîne. Ce maillon, c'est ce que j'appelle vergessen. Oublier, pardon. Oublier. Or, nous savons, je parle maintenant pour l'Allemagne parce que je n'ai pas les données pour la France, nous savons que 6 mois après le Bachot, 90% de ce qui a été appris, donc ingurgité pour le Bachot, a été oublié. Le Bachot, c'est le baccalauréat? Le baccalauréat. Ah, ok. Oui, 90%. Alors, 90% de ce que vous avez appris a été oublié. Mais ce qui n'a pas été oublié, ça c'est catastrophique, c'est la sensation dans laquelle vous l'avez appris. La sensation d'être un nul, de ne pas comprendre, etc. Et de devoir répéter ce qu'on vous a forcé d'ingurgiter, donc d'apprendre. Et ça, c'est dommage, parce que les personnes qui découvrent par elles-mêmes ce dont elles ont besoin, le découvrent de façon très efficace. Les soi-disant pédagogues, les instituteurs par exemple, vont être horrifiés de voir le chaos qui se passe dans la tête des gens qui apprennent librement. Je vais vous apporter un exemple qui n'est pas de moi, qui est de Alan Thomas, un chercheur psychologue d'Angleterre, qui s'est intéressé donc aux problèmes de non scolarisés. Et il était notamment dans une famille, et il y avait là une fille qui a fait 1 ou 2 années de scolarisation et qui ne voulait plus lire ni écrire. Et cette fille s'est complètement refusée à tout ce qui touchait à la lecture. Et puis à 13-14 ans, cette fille a commencé à découvrir la lecture. Et vous allez rire par ce qui a provoqué cette envie, c'était Harry Potter. Bon, elle a commencé à lire Harry Potter, le numéro 1, et elle les a lus, les 7 volumes les uns après les autres. Et ce que Helen Thomas raconte, c'est qu'à 18 ans, à l'époque du baccalauréat, cette fille avait lu plus de littérature que toutes les jeunes filles de son âge qui ont passé le baccalauréat. Mais elle l'avait fait de façon intelligente et à sa manière. Et c'était resté. Il n'y avait donc pas en sous-jacent une aversion contre la lecture. Or, nous avons en Allemagne, je ne citerai que les chiffres en Allemagne, nous avons en Allemagne 7,5 millions de personnes illettrées, de personnes qui ne sont pas en mesure de déchiffrer, de lire un texte. C'est-à-dire que nous avons des personnes qui ont fait 10 ans de scolarité, ou ont été obligées, et qui après 10 ans de scolarité ne sont pas en mesure de lire et de comprendre un texte, mais auquel on a fait subir cette violence. Alors c'est là que je me dis, 7,5 millions d'adultes, c'est 14% de la population allemande. 14% de la population allemande qui ne sait pas comprendre un texte. Mais c'est aberrant! Alors que si on avait laissé ces personnes en paix, elles auraient effectivement découvert ce qui est important. Et puis si elles ne l'avaient pas découvert à 18 ans, peut-être l'auraient-elles découvert à 30 ans. Et pourquoi pas? Ou à 40, ou à 50. L'important, c'est de découvrir, d'avoir l'ouverture d'esprit pour découvrir ce qui est important au moment juste, au moment propice. Alors, quand on vous écoute là, je sens que votre proposition, c'est de toucher au génie humain. Sortons de la médiocrité. Merde à la médiocrité, quoi. Ça suffit, oui. Quoi. C'est bon, quoi. On a assez donné. On a une planète qu'on a rendue merdique. Excusez-moi d'être grossier, mais je ne sais pas comment dire autrement. On en a fait un cloaque. Alors, passons au génie.
qu'est-ce qu'on fait pour passer à ce génie? Comment on y va, quoi? Qu'est-ce que là, vous nous avez pour moi donné des pistes. Il y a une déconstruction intellectuelle, il y a une ouverture intellectuelle plutôt qui se fait. Est-ce que c'est à chacun de s'emparer de son propre génie, de le mettre en œuvre, à chacun de trouver là où il est bon, là où il est heureux de faire quelque chose? Qu'est-ce que vous nous proposez en guise de conclusion, hein? Oui, de toute façon, moi, comme philosophe, je n'ai rien à proposer. C'est pas là le fait d'un philosophe. Si j'avais des choses à proposer, je serais autre chose. Je serais un idéologue ou quelqu'un, un missionnaire ou quelqu'un qui a à vendre. Je n'ai rien à vendre, donc pas de proposition à faire. Mais quand même, est-ce que la piste que j'ai nommée tout à l'heure à propos de l'amour, est-ce que cette piste n'est pas intéressante? Maintenant, je ne parle pas de l'amour entre la mère et le père et la fille et le fils, mais je parle de l'amour que je me dois à moi-même. Mm-hmm. Est-ce que cette idée même de me voir respecté vis-à-vis de moi-même, j'aimerais demain matin en me rasant me regarder dans mon miroir et avoir l'impression d'être quelqu'un et pas simplement un subalterne quelque part dans un service merdique pour employer le terme très exact que vous venez d'employer. Donc, est-ce que cette idée d'amour que je me dois d'abord et que je dois amener aux personnes que j'aime autour de moi, est-ce que c'est pas là une piste importante pour commencer? Je pense que c'est une conclusion qui est à la hauteur des enjeux actuels. Je pense que c'est une énorme piste. Je ne sais pas ce que tu en penses, Ophélie. Je suis absolument d'accord. On vous remercie, Bertrand Stern, pour avoir accepté de répondre à nos questions et aux questions des auditeurs. Un grand merci pour la voie que vous ouvrez, qui on espère sera longue et permettra un changement de paradigme sociétal qui en a bien besoin. Toute l'équipe de l'Enfance Libre aussi vous remercie. On a une grosse équipe derrière qui gère tout ça. Je pense à Manuel Lang, Anne Salette, Emmanuel Philippe, Oriane Duffy et Elodie Bayard. Merci aux auditeurs d'avoir été très actifs ce soir et d'avoir posé les questions. J'espère avoir pu relayer toutes les questions. Monsieur Stern, si vous le souhaitez, vous pouvez aller voir les questions en commentaire sur le replay et y répondre par écrit si vous en avez l'envie. Et de toute façon, moi aussi, je vous remercie, vous, votre équipe et toutes vos auditrices et vos auditeurs. Et je suis évidemment à la disposition de toutes celles et de tous ceux qui auraient envie de continuer à converser ou à trouver des voies nouvelles, innovantes, pour enfin sortir de l'ornière, sortir de cette impasse et de trouver le nécessaire. Alors, vous trouverez au bas l'adresse et tous les renseignements nécessaires, et j'espère que vous allez indiquer aussi comment trouver le film. Oui, le film est sur l'événement. On a mis la bande-annonce et l'accès au film à partir de Vimeo, donc vous retrouvez ces deux accès sur l'événement là où vous êtes arrivé pour ce live, donc n'hésitez pas à y faire un tour. Et pour nous, on se retrouve donc l'équipe de l'Enfance Libre demain à 18h30 avec Jean-Pierre Tilland, qui est le directeur donc de l'Observatoire des violences éducatives ordinaires et qui viendra nous parler de où ça en est, les VO dans la société. Mardi, on retrouvera Marie-Chantal Deluel Dafrou, qui est une ancienne enseignante retraitée qui donc a fait avec sa classe, en tout cas au sein de l'éducation nationale, très libre. Peut-être, Jean-Guillaume, tu peux en parler plus, tu la connais. Oui, elle a eu des expériences dans des milieux différents, dans ce qu'on appelle des ZEP, puis dans des villages ruraux de l'Ardèche. Et puis à la Réunion, elle nous racontera comment elle a composé avec ses publics, comment elle a fait par rapport à ses idées, à une époque où finalement elle s'est autorisée, enfin en tout cas on peut toujours, mais elle s'est autorisée à faire plein d'expériences différentes. Et elle nous parlera de ça. Et mercredi, on retrouvera donc Yves Bonardel sur la question de la domination adulte à 18h30. Un grand merci, Bertrand Stern, vous restez avec nous. Hein, voilà. Joyeuse Pâques. Joyeuse Pâques à tous. Au revoir, merci Jean-Guillaume. Au revoir, merci. Au revoir, merci à tous.